Bonjour à tous. On va démarrer, ravi de terminer l'après-midi avec vous et avec cette table ronde. Du coup, pour cette dernière conf, on va parler du lien entre immobilier et agriculture, avec l'exemple de Citrus. Donc Citrus, pour resituer, c'est la foncière immobilière du groupe Mullier, qui possède du coup 300 centres commerciaux. Donc Céline, tu es lead impact chez Citrus. Et du coup, dans la première partie de l'échange, tu vas nous expliquer pourquoi chez Citrus, vous avez fait le choix d'une stratégie qui va au-delà du cadre du bâtiment, au-delà de vos centres commerciaux, pour vraiment créer de la valeur à l'échelle des territoires situés autour de vos centres commerciaux. Martin, tu as 29 ans, tu es agriculteur, tu as repris l'exploitation familiale en grande culture, c'est une exploitation familiale sur 7 générations, je pense, c'est ça, ouais, j'ai bien retenu. Et du coup, tu t'es engagé il y a quelques années dans un programme bas carbone. Et ton exploitation, si Martin est ici, c'est en particulier parce que son exploitation a été financée par Citrus, qui a été rendre visite à Martin il y a quelques semaines, notamment parce qu'elle est située à côté d'un centre commercial Citrus. Et Marie-Suzanne, du coup, tu es Head of Operation et AMO-ESG chez Nood. Donc Nood, pour que ce soit clair, en fait, Nood accompagne les clients et notamment Citrus à intégrer l'ESG dans leur modèle d'affaires. Et donc concrètement ici, Citrus confie à Nood la gestion et la transformation des zones commerciales. Donc pour démarrer, avant de vous laisser la parole, donc on va commencer avec Céline sur la stratégie ESG de Citrus. Marie-Suzanne, ensuite tu vas nous expliquer concrètement comment ça se met en place. Et ensuite, Martin, encore plus concrètement, ce que toi tu mets en place à l'échelle de ta ferme, ce qui fonctionne, ce qui est difficile, etc. Pour que ce soit encore plus concret, on a une petite vidéo qui dure 2 minutes et ensuite on démarre les échanges. On a un certain nombre d'objectifs de décarbonation de notre patrimoine de manière globale. Donc ça comprend la réduction des émissions et puis des réflexions sur la séquestration du carbone. Alors. Désolée. Ça marche pas. Coopérer. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit ce partenariat avec Agoterra. Donc concrètement, on crée un lien sur 11 ans avec des agriculteurs proches de nos centres commerciaux, encore une fois pour créer du lien, grâce à un financement d'accompagnement de leur transition agroécologique, à peu près à hauteur de 4 millions d'euros, ce qui leur permet de financer et d'adapter leur manière de produire, de manière à séquestrer du carbone et à réduire leurs émissions. La ferme est labellisée bas carbone. En fait, tous les ans, on a un audit et on contrôle globalement ce qu'on a mis en place comme pratique, combien de tonnes de carbone on a séquestré sur les fermes, et en fonction de ça, on est rémunéré. Et ici, on a un centre commercial qui est situé donc à Meaux, à peu près à 15 minutes d'ici, dans lequel on a de façon assez classique un certain nombre d'enseignes, avec un Auchan évidemment qui est une locomotive du centre. Et ici, cet agriculteur qui est un producteur qui s'est engagé justement dans cette démarche durable qu'on accompagne sur donc, les 5 prochaines années, non seulement vient et travaille avec Auchan pour vendre ses produits, mais également participe à cette décarbonation locale. Cet engagement, c'est une preuve concrète de notre volonté d'être foncièrement vivant. Donc plus seulement limiter notre impact, mais aussi contribuer à restaurer du vivant. C'est à la fois un engagement qui est environnemental, mais aussi un engagement qui est profondément sociétal. Voilà. Hop. Du coup, peut-être Céline, tu peux nous redire en 1 minute concrètement l'engagement Citrus. Je vais le. Ça marche? Ah oui. Ouais, vas-y, on t'écoute. Allô, oui, ça marche. Oui, vous l'avez vu dans la vidéo, mais donc très rapidement et en quelques chiffres, notre partenariat, donc c'est exactement 3,7 millions d'euros sur 11 ans. Donc qu'on travaille donc, avec Agoterra. On a, et un objectif global de 58 000 tonnes
de CO2 réduite ou séquestrée. Et aujourd'hui, on en est déjà, donc on a commencé il y a déjà 3 ans, depuis 2024, et on a déjà soutenu donc 25 agriculteurs qui sont situés en proximité de nos centres, comme vous l'avez vu dans la vidéo, parce que c'est quelque chose qui est très important pour nous. Pour pouvoir créer ce lien, comme le disait Émeric. Donc on est situé à chaque fois approximativement à 10 km, enfin environ 10 km de nos centres, tous les projets qu'on soutient. Et voilà. Et du coup, qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à vous engager voilà, à soutenir au-delà des centres, parce que quand on parle de décarbonation, il y a déjà énormément à faire sur vos propres centres. Pourquoi vous avez dit, on va s'occuper vraiment de nos territoires, pas uniquement de nos centres? Alors, pourquoi est-ce qu'on on est allé au-delà de bâtiments? C'est un peu le même constat. Je pense que là, on parle à un public sans doute averti, mais on sait bien que le problème, il n'est pas simplement sur nos activités, par les scope 1 ou scope 2, mais c'est au-delà. Le problème est plus complexe que ça, et qu'il faut pouvoir agir au-delà, et donc à l'échelle pour nous des territoires. Parce qu'on sait bien que si on fait un max pour réduire nos émissions en classe, sur le bâtiment en tant que tel, c'est pas en plus là où on a forcément le plus d'impact. En réalité, le plus gros de notre bilan carbone quand on est un centre commercial, c'est les clients qui viennent dans les centres, donc c'est la mobilité, c'est tout ce qui est autour du territoire en fait. Donc c'est pour ça que ça a du sens pour nous de sortir du bâtiment, de se dire, parce que même si on a un actif, parce qu'on disait un actif qui est très performant sur un territoire, un immeuble qui est très performant sur un territoire, s'il est très performant et que le territoire lui est très carboné, ça n'a pas trop de sens. Donc il faut qu'on puisse dézoomer et parce que le problème du climat est un problème systémique, il faut que la réponse le soit aussi. Et voilà le pourquoi de cet engagement. Du coup, tu dis faut que la réponse soit systémique. Donc ça, je pense que voilà, on est tous assez alignés. Maintenant, entre dire oui, il faut que la réponse soit systémique et le faire, c'est-à-dire vraiment passer à l'action, il y a quand même je ne sais plus quelle est l'expression, mais il y a quand même un gap. Surtout que vous êtes engagé sur 11 ans, donc c'est pareil, c'est pas une année, on va financer 3 agriculteurs. Qu'est-ce qui a permis de créer ce déclic, de vous dire on va vraiment prendre un vrai engagement? Alors je sais que vous n'osiez pas communiquer par peur du greenwashing, mais c'est quand même un vrai engagement sur 11 ans. Enfin voilà, qu'est-ce qui a créé le déclic? Ça vient, souvent c'est de la direction et d'une prise de conscience en fait, de l'impact de l'immobilier sur l'environnement. Et la décision est aussi une prise, on s'est rendu compte finalement que oui, on faisait beaucoup de choses d'un point de vue social pour rendre accessible à un plus grand nombre tout un tas de biens de consommation. Donc ça c'était la réponse d'avant. Aujourd'hui on a bien conscience que les centres commerciaux ça fait peut-être plus partie du problème que de la solution, on met les pieds dans le plat. Mais qu'il faut réinventer ces zones commerciales là. Et voilà, et donc ça vient de cette prise de conscience qu'il faut qu'on soit plus foncièrement vivant. C'est lié à ce repositionnement stratégique de la foncière qui a eu lieu il y a à peu près 5 ans, il me semble. Et donc voilà, c'est cette envie de ce que je disais dans la vidéo, de plus seulement limiter notre impact, mais de restaurer du vivant, parce qu'on sait qu'on a une responsabilité, qu'on a contribué à en détruire. Et que du coup on veut essayer de s'améliorer, d'apprendre aussi de techniques de restauration pour les mettre sur nos sites. Ça c'est notre priorité aujourd'hui, mais c'est le fait de pouvoir le faire aussi à l'échelle des territoires et de soutenir des projets qui sont régénératifs, qui vont restaurer du vivant, c'est aussi une manière de contribuer à réparer ce qu'on a contribué à détruire. Du coup, je fais le lien avec ceux qui étaient là à la conférence d'avant. C'est intéressant parce que quand on a commencé à travailler ensemble, vous étiez dans le cadre d'une ambition net zéro 2040. C'est encore le cas ou pas le cas? Enfin, vous êtes en réflexion sur ça, mais pour autant, ça ne remet pas en cause l'engagement. Et vous avez quand même décidé d'y aller, d'avancer, même si des choses pouvaient évoluer. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est ce qui a guidé en fait. Pourquoi on s'est mis un objectif de 58 000 tonnes sur 11 ans
c'est ce qui nous a aidé à avancer en fait, sans avoir toutes les réponses et puis sans savoir si on allait y arriver en réalité. C'est quand même de faire cet exercice qui permet de se mettre en mouvement en fait. Donc de calculer nos trajectoires. Donc là c'est des trajectoires qui sont spécifiques dans l'immobilier, ça s'appelle le CREM. Mais en gros on calcule nos trajectoires et puis l'équipe de Carbone 4, à l'époque conseiller, est venue nous dire bon voilà, il faut que vous atteigniez autant de carbone évité pour pouvoir être net zéro. Donc voilà, et on l'a découpé en autant d'années et donc autant de projets qu'on peut soutenir chaque année. Donc on ne sait pas effectivement, ceux qui étaient là à la conférence d'avant, c'est pas finalement ce qui nous drive, ce qui nous intéresse, c'est pas d'être net carbone. On sait très bien que c'est sans doute illusoire, il n'est même pas possible à l'échelle de l'entreprise. Mais c'est simplement que ça nous permet de nous mettre en mouvement. Voilà. On sait que chaque année on aide concrètement des agriculteurs proches de nos sites et ça c'est ce qui nous drive en réalité. C'est vraiment ça qui nous anime, de pouvoir créer des liens justement avec les agriculteurs proches de nos centres, les reconnecter aussi aux clients qui sont dans les centres commerciaux, leur dire je sais pas moi, ta salade ou ce que tu achètes là, ça vient pas de nulle part quoi, ça vient de l'agriculteur qui est à côté, qui est la sueur de son front fait que tu peux manger. Bref, donc c'est ça aussi en fait, un moyen de reconnecter les clients de nos centres aux vivants et à ceux qui permettent de manger et de vivre au quotidien. Et c'est en ce sens que je parlais d'engagement sociétal, c'est qu'aujourd'hui les agriculteurs sont, enfin vous qui êtes dans la salle aussi, les agriculteurs sont un des premiers secteurs impactés directement par le changement climatique et pouvoir les soutenir, c'est aussi un engagement sociétal de soutenir ceux qui nous nourrissent et c'est pas juste que ce soit eux qui en fassent les frais. Enfin, faut qu'on puisse aussi nous les aider quoi. Merci. Du coup, Marie-Suzanne, il y a eu Citrus qui se dit ok, nous ça nous intéresse, on y va. Ok, c'est pas parfait, mais on avance. On veut une approche globale, on veut soutenir nos territoires. Comment concrètement tout ça se met en place après côté Nood? Merci. Donc Nood, pour rappel, par rapport à l'introduction qu'a fait Constance, c'est la société de service qui vient accompagner Citrus dans l'exploitation, la gestion et le développement de son patrimoine. Donc nous, notre rôle, c'est vraiment d'être conseiller. Et par rapport au sujet ESG, en fait, on a une cellule dédiée qui est une cellule de conseil stratégique et AMO immobilier durable qui, en fait, vient accompagner Citrus dans la définition de sa stratégie et dans la déclinaison de cette stratégie d'un point de vue opérationnel. Donc on passe d'enjeux de gouvernance à des enjeux opérationnels terrain. Donc notre rôle, qu'est-ce que c'est ? C'est déjà de définir de la stratégie à l'action. Donc quel KPI, quelles possibilités, quels partenaires avec qui on va aller travailler. Et donc dans le cadre de cette analyse, en effet, Agoterra a été identifié à la fois par les dirigeants, mais aussi par les équipes de terrain. Donc c'est ce qui faisait aussi sens pour nous de renforcer et d'aller dans cette collaboration. Ensuite, la question qu'on s'est posée, c'est comment mettre en œuvre ce partenariat, avec quelle équipe, parce que nos organisations sont toutes assez grandes, mais savoir qui va porter le projet, qui va le rendre concret, qui va s'assurer que les décisions soient prises et que ce soit mis en œuvre. Donc ça, c'est toujours l'enjeu que l'on a au sein de nos gouvernances. Donc ça, c'est vraiment notre rôle en tant qu'AMO, c'est venir d'accompagner, poser la gouvernance, poser la gestion de projet. Et ça a mis un peu de temps aussi pour nous de choisir et de décider, mais venir travailler avec Agoterra pour identifier les bons critères. Parce que l'enjeu de l'opérationnalisation de ce type de projet, c'est comment on identifie les critères des fermes et des acteurs qui vont venir accompagner le projet. Et donc ça a été des sujets, et c'est pour ça que Céline tout à l'heure évoquait le sujet de la distance par rapport aux centres commerciaux, le sujet de l'impact sur les territoires, les liens avec Auchan potentiellement. Et c'est ce qui fait justement que Martin fait partie des heureux élus et qui vous expliquera aussi comment ça se met en place et ça se met en œuvre. Donc vraiment de la stratégie à l'opérationnel, c'est le point clé de la première étape. Ouais. Je te laisse peut-être, là il y a la slide, détailler les critères, parce que du coup chaque année, on se dit comment on engage nos agriculteurs. Il y a bien sûr un enjeu de qualité des projets,
Nous, donc vous avez compris, à Goterra, on fait le lien entre les agriculteurs et les entreprises. On est soit en direct avec les agriculteurs, soit on est accompagné par des collègues, comme là Antoine de Sisfam qui est au-dessus, qui accompagne ici le projet technique de Martin, avec un suivi annuel tous les ans. Dans ce cadre, c'est pas nous qui nous sommes en charge, donc ça dépend vraiment des situations. Voilà, je te laisse expliquer comment on choisit... Merci Constance. Donc la sélection des fermes, elle a été faite aussi grâce au travail de la Goterra, parce qu'à Goterra on travaille de recensement avec tout un ensemble en fait de critères qui nous permettent à nous, en tant qu'AMO et en tant que partenaire, de pouvoir identifier au regard de la stratégie les liens. Et donc les 3 critères que l'on a choisis, donc c'est vraiment l'ancrage territorial, comment s'assurer en fait de la proximité entre les lieux où on va faire de la régénération et les lieux sur lesquels on a une activité, donc sur lesquels Citrus est propriétaire. Comment identifier des potentialités donc, de synergie en termes de business. Et le rêve ultime, c'est aussi comment recréer du lien avec les clients. Donc ça mettra peut-être un peu plus de temps, mais c'est en gestation et c'est en réflexion avec certaines fermes. Le deuxième point, c'était aussi les co-bénéfices, parce que comme l'a expliqué Céline, au-delà de la notion de trajectoire carbone, de net zéro, il y a aussi dans la stratégie de Citrus les enjeux de biodiversité donc, qui ont été intégrés. Donc comment au travers de la régénération on vient enrichir les sujets biodiversité. Martin pourra l'expliquer plus justement parce que dans ton exploitation on a bien vu en fait la diversité et la polyculture que tu as développée, donc ça répond à un de ces critères. De par la polyculture, il parlera aussi de qualité des sols et on l'a vu quand on a été visité. On a été retourner un peu de terre pour voir justement la différence entre des sols qui avaient été travaillés et des sols non travaillés. Et en fait, d'aller faire aussi une visite sur site, ça montre la réalité et l'ancrage opérationnel des décisions que l'on peut prendre. Donc ça a été très agréable. Et le troisième sujet, c'est le cycle de l'eau. Parce que dans le cadre de la stratégie qui est à la fois portée par Citrus et à la fois portée par Nood, on est dans une démarche aujourd'hui où, quelle que soit l'activité dans laquelle on est sur une planète avec des ressources limitées. Et donc, on travaille à identifier toutes les ressources sur lesquelles l'immobilier peut avoir un impact fort. Donc, il y a le sol, en effet, mais il y a aussi l'eau. Et donc, arriver à avoir des projets sur lesquels le cycle de l'eau est mieux géré et réduire les besoins en eau et les consommations en eau sont des sujets qui, pour nous, sont très importants. Donc, on parle de carbone, mais pas que, et c'est ça qui est important de dire dans le point numéro 2. Et le troisième point, c'est la notion des filières, les filières vis-à-vis des agriculteurs et tout le travail qui est fait au sein des exploitations. Je précise aussi, parce qu'on est aussi là pour dire là où on a des difficultés et ce qui fonctionne moins. On a aussi vraiment l'ambition d'engager des agriculteurs qui sont sur vos fonciers, pas à proximité, mais vraiment les fonciers Citrus. Et ça marche pas encore à 100%, parce qu'on peut aussi appeler, on contacte les agriculteurs qui nous disent en fait moi je pars à la retraite dans 2 ans donc ça m'intéresse pas ton projet, ou alors d'autres qui me disent mais moi pas du tout. Enfin voilà, c'est aussi pour ça qu'on est sur un partenariat de temps long, de tester, d'améliorer. Il y a aussi certains projets, notamment des projets filaires qui peuvent mettre du temps à se lancer, de trouver un juste équilibre entre les intérêts de chacun, de l'impact, trouver. Et peut-être est-ce que tu peux nous préciser, Marie-Soane, les enjeux que vous voyez pour le secteur demain ? Il y a des enjeux, et ça relie aussi ce que tu viens d'exprimer sur le fait que, par exemple, Citrus, au-delà d'être propriétaire de centres commerciaux, est aussi propriétaire de foncier non constructible, foncier agricole. C'est pour ça aussi qu'on a essayé, en fait, d'accompagner les agriculteurs qui étaient déjà sur nos fonciers dans la démarche, mais parfois ça fonctionne pas. Donc un des enjeux en effet que le secteur de l'immobilier a, mais même les secteurs de des industriels, c'est tout ce foncier en fait non constructible. Qu'est-ce qu'on va faire demain de ce foncier non constructible ? Comment on va s'assurer que ce foncier non constructible puisse être un levier de développement de la biodiversité, puisse améliorer en fait tous les enjeux autour des sujets carbone. Les enjeux de demain par rapport à l'immobilier, pour nous, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est tout ce qui est gestion des ressources. Comment identifier les ressources à utiliser. Et donc dans l'exemple des autres filières et des alternatives, on est en train de regarder des alternatives au bois, des alternatives au béton, pour essayer d'utiliser par exemple le chanvre, les panneaux de bois, le miscanthus, donc identifier toutes les solutions de matériaux alternatifs. Donc on a ces thématiques.
Et ensuite, on a les thématiques de l'usage. Comment améliorer les usages au sein des bâtiments pour s'assurer en fait de la performance à la fois de nos bâtiments, mais aussi de la performance énergétique, environnementale et de l'impact social que ça peut avoir sur les territoires. Donc on reboucle avec le premier sujet qui est l'ancrage territorial. Donc une des thématiques qui est essentielle aujourd'hui quand on aborde l'immobilier ou le retail ou toutes les activités industrielles, c'est aussi quelle relation on va avoir dans notre écosystème et avec nos partenaires sur les territoires. Donc la responsabilité territoriale des entreprises et le développement des écosystèmes pour pouvoir assurer en fait la réalité et la mise en exécution de ces projets. Donc toute la dimension systémique, écosystémique autour des partenariats, avoir quelque part la personne qui va en avoir besoin dans le cadre de son stratégie, donc c'est Citrus, arriver à identifier l'AMO qui va pouvoir accompagner son exécution, donc dans ce cadre-là c'est Mood, ou d'aller chercher Agotera pour être un facilitateur parce qu'il y a une expertise clé posée sur un sujet qui est l'agriculture régénérative. Et derrière, redescendre l'ensemble de la filière avec Martin sur l'exploitation, mais aussi les AMO qu'on a croisés avec toi, qui viennent t'aider et qui viennent aussi traduire les besoins des grandes entreprises en réalité, mais t'en parleras mieux que moi, je pense. Donc voilà, donc en gros, excusez-moi, mais responsabilité territoriale des entreprises, montage d'écosystèmes et accélération des sujets sur les matériaux. Oui, tout ça pour dire finalement c'est complexe quand même, c'est des mondes qui sont différents, le monde de l'entreprise, le monde de l'agriculture, et on a besoin, si on n'arrive pas à convaincre encore aujourd'hui, même sur nos fonciers, c'est bien la preuve que voilà, ça se construit la confiance, et on a besoin d'avoir des intermédiaires qui sont reconnus et qui vont faire en sorte qu'on parle tous le même langage et qu'on se retrouve en fait, et qu'au final on puisse collectivement réussir, parce que voilà, c'est encore une preuve que seul on fait rien du tout, il faut qu'on puisse coopérer, et ça c'est un exemple concret de coopération. Merci beaucoup. On veut bien avoir le temps de parler avec toi, Martin. Donc, on coupe. Est-ce que tu peux nous présenter, commencer par nous présenter ton exploitation pour que tout le monde comprenne, et après on parlera de ta démarche précise. Pas de souci. Bon, faut me driver un peu parce que moi, la ferme, je peux en parler pendant des heures. Donc je m'appelle Martin, j'ai 29 ans et je suis agriculteur dans le nord de la Seine-et-Marne, au nord de Meaux, à côté de Roissy. Du centre commercial Citrus. Voilà. Et il s'avère que le centre commercial Citrus, moi je l'appelle ça Auchan, mais c'est Citrus, à Meaux, et à 15 minutes de chez moi. Et en fait, par le hasard des choses, je suis devenu producteur chez eux en même temps que de m'engager dans cette démarche-là. Donc j'étais hyper content de me rendre compte qu'au final, les gens qui me financent pour la partie crédit carbone, c'est aussi des gens avec qui je fais du commerce. Donc il s'avère qu'en plus, ils avaient une sensibilité, ils comprenaient un peu mes problématiques d'agriculteur. Donc c'est une ferme familiale. Ma famille, les profits, on est agriculteurs depuis 7 générations dans cette zone-là. Je me suis installé il y a 1 an de ça, mais en fait quand j'étais en études, j'étais déjà un gros pied sur la ferme. Mon père était double actif, du coup je gérais un peu la ferme pendant les études. Donc c'est une ferme qui fait 190 hectares, il y a 25 hectares de pâture, on fait de l'élevage, on a une pension de chevaux, donc élevage de moutons, et il y a 175 hectares de culture. Donc à l'époque où j'étais pas encore à la ferme, il y avait principalement 4 cultures, donc du blé, des céréales type orge, du colza et des betteraves. Aujourd'hui je crois qu'il doit y en avoir à peu près 12. En même temps, on a monté un méthaniseur, donc pour produire en fait du biogaz, du coup du gaz de ville à partir de déchets et de coproduits sur nos fermes. On a développé l'élevage, et moi en fait en études j'ai développé un peu toute une sensibilité à tout ce qui était agriculture de conservation, les couverts végétaux et autres via mes stages. Et j'avais envie justement de me lancer dans l'élevage pour monter une troupe de moutons pour pâturer les intercultures entre 2 cultures de vente. Donc c'est ce qu'on voit dans la vidéo. Que dire d'autre sur la ferme ? Non, je pense que c'est assez clair sur la ferme. Est-ce que... Attends, je reprends le micro, sinon comme on enregistre, on n'entend pas. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer pour toi
agriculture régénératrice, on est beaucoup du monde de l'entreprise, mais toi, c'est pas ce mot. Tu vois, qu'est-ce que ça veut dire pour toi de façon holistique, globalement, comment tu l'interprètes, et concrètement sur ta ferme. Hop, je vais remettre cette slide. On avait une belle photo de toi. Je vais expliquer ici les leviers que tu as pu mettre en place. Donc là, c'est concrètement les leviers dans le cadre du label bas carbone, mais tu as mis d'autres choses en place. Donc concrètement, toute ta démarche. Alors, la démarche est assez simple et complexe. Globalement, le but du jeu, c'est que tout le monde pense qu'être agriculteur, c'est travailler avec la nature et les petits oiseaux. Mais la nature, elle a décidé de faire pousser une forêt à la base. Nous, on a décidé de faire pousser un truc qui se mange. Donc, il y a deux solutions. Soit on fait du BTP et on y va un peu comme des barbares et ça se passe bien, mais avec la béquille de la chimie, avec tout ça. Soit on fait un peu de l'artisanat. Donc, on essaye de faire avec la nature, pas trop la bousculer, mais moi je veux aussi, j'ai besoin de rembourser la banque, j'ai besoin de me payer, donc je veux de la même performance économique que quelqu'un qui est en conventionnel. Donc je fais quoi? Beaucoup de couverture végétale, justement parce que plus on fait pousser de choses sur le sol, plus en fait on sécrète de carbone, plus on développe la vie dans le sol, plus on développe l'autofertilité du sol. On essaye de réduire les engrais de synthèse minérale, sauf que donc du coup en fait la méta pour nous c'est une grosse source à ce niveau-là parce que en gros la méta, précise la méta. Ah oui, la méthanisation c'est quoi? C'est une géante ponce de vache. Et c'est un peu une formidable usine à transformer en gros les déchets qu'il y a et sur nos fermes et les coproduits dans l'agroalimentaire et dans la transfo agricole en gaz, parce qu'en fait on fait macérer les matières avec des bactéries, on extrait le gaz, on comprime, on purifie, on l'envoie dans les réseaux de transport, et derrière sort de là un digestat, donc qui est un engrais soit sous forme liquide, soit sous forme solide, et donc les constituants chimiques des engrais, par exemple l'azote, le phosphore, la potasse, sont toujours dans les digestats. Donc du coup, on répand ça sur nos sols, et ça nous permet en fait d'être un peu plus autosuffisant, plutôt que d'acheter des engrais de synthèse à l'extérieur, je produis une partie de mes engrais. Donc, premier pilier, couvrir au maximum ses sols. Deuxième pilier, essayer de baisser au maximum le recours aux fertilisations azotées. Troisième pilier, limiter le travail du sol. En fait, on peut, par exemple, pour lutter contre l'enherbement ou autre, ou réussir un semis très facilement, on travaille plusieurs fois, on fait de la farine, et globalement ça se passe bien parce qu'il y a de la terre fine, parce qu'il n'y a pas de mauvaises herbes, pas de tout ça. Sauf que si on fait ça, on déstructure le sol. Donc déjà la vie du sol, si vous êtes un ver de terre et que tous les 15 jours je vous mets un coup d'outil sur la tête, vous n'êtes plus trop là. Et derrière vous êtes plus sensible à l'érosion quand il y a de grosses intempéries, plus sensible à la battance, plus sensible à tout un tas de choses. Et quand on fait des particules fines aussi, on émet de la pollution, des stocks, du carbone, aussi des particules d'azote, tout un tas de choses. Donc du coup, couverture des sols, engrais organique, baisse du travail du sol. Après, moi j'ai réintroduit l'élevage parce que, déjà par passion, et en gros je me dis, quitte à faire pousser un couvert végétal qui va me coûter un certain coût, quoi. Globalement, c'est à chaque fois que je sème une interculture, c'est 50, 60, 70 € de l'hectare pour avoir un beau truc. Si je fais quelque chose un peu à la va-vite pour être carré avec les normes réglementaires, ça pourrait me coûter 10 ou 15 €, mais au final, ça ne va pas me ramener les bénéfices réels du truc. Donc quand je mets de l'argent, moi, j'ai un côté passionné, mais j'ai aussi un côté chef d'entreprise, il faut que ce soit en partie rentable. Et je me suis dit, cette matière-là, plutôt que de la broyer tout le temps, pourquoi pas la valoriser en fait avec des animaux qui, eux, derrière, ils vont pâturer. Il y a à peu près 10% de ce qui pâture qui est exporté sous forme de viande ou de lait, et les 90% restants, ça ressort derrière, donc ça retourne au sol. Voilà pour cette partie-là. Ensuite, quoi d'autre? La gestion de l'eau aussi. On est dans des bassins, le bassin parisien ou le nord de la France, c'est pas trop un sujet, on est des sols super fertiles, tout pousse globalement, on a des zones où on peut faire des cultures industrielles, il y a l'accès à l'irrigation, mais en fait on sait que le changement climatique fait que globalement ce qui se passe dans le sud va arriver chez nous à horizon 30 ans, et donc l'accès à l'eau va devenir un sujet.
Le but, c'est que si j'augmente la réserve utile de mon sol, eh ben, je suis moins facilement en stress hydrique et j'ai moins besoin de recourir à l'irrigation. Et directement, tout de suite maintenant, j'augmente mon potentiel de rendement. Là, on a pris 100 mm d'eau pour le début du mois de mai, mais on a pris 2 mois sans eau. Donc on a de plus en plus d'à-coups climatiques. On peut pallier une partie de ces à-coups climatiques en ayant recours à l'irrigation, mais déjà c'est un coût. C'est une ressource qui est finie. Et c'est très clairement, on ne peut pas faire ça sur des cultures qui ne sont pas à forte valeur ajoutée. Des cultures, quand je dis industrielles, en fait, c'est des cultures qui sont dédiées justement à des industries agroalimentaires, par exemple de la pomme de terre ou des haricots verts, des choses comme ça. Mais irriguer du blé, bon, déjà d'une, je ne pense pas que c'est de sens agronomique tout de suite maintenant dans nos contextes, et de deux, économiquement, pour moi, c'est pas rentable. Si je le fais, en fait, je vais être content parce que je vais avoir un beau blé, donc il sera plus beau que celui de mon voisin, mais je vais perdre de l'argent. Donc je ne peux pas faire ça. Par contre, si, en gros, j'améliore l'efficience de l'accès à l'eau de mon blé, je déplafonne mon rendement, et donc du coup, j'augmente ma marge, sans avoir en fait recours à l'irrigation et avoir des coûts liés à ça. Donc, c'était assez clair. Ça me semble très clair, mais ce qui est intéressant, c'est vraiment le lien entre performance économique et performance, on va dire, environnementale, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais vraiment, toi, tu penses l'un avec l'autre et tu penses long terme. On aime bien être aussi concret et rentrer un peu dans les questions potentiellement pièges dans nos interventions. Est-ce que tu peux nous dire concrètement ce que le financement de Citrus t'apporte? Qu'est-ce que ça te permet de faire? Peut-être de faire mieux, de ne pas faire, de faire différemment. Et donc, pour que ce soit clair, c'est à peu près 35 000 € au global, hors de grandeur, et c'est 5% par an. Donc, ça ne couvre pas tout ce que tu fais. Évidemment, ce n'est pas, ça ne suffira pas. C'est un coup de pouce. Comment toi, tu le vis? Qu'est-ce que ça t'apporte? Eh ben, déjà, je parlais des couverts végétaux. Donc, faut compter pour un beau couvert, pour moi, au minimum 50 € de semences à l'hectare, hors coût de semis, donc le semoir, le tracteur, le bonhomme qui est dessus. Donc ça, c'est un budget qui déjà avoisine quasiment les 7 000 € par an sur l'exploitation quand on en fait une belle surface. Moi, je fais à peu près la moitié de mes cultures en culture de printemps. Donc du coup, à peu près 80 hectares de couverts. Là-dessus, en fait, forcément, quand on est un peu financé, plutôt que de se dire « attends, je vais baisser un peu les coûts, c'est une mauvaise année, je vais essayer d'aller gratter, mettre un peu moins de semences », on fait ce qu'il faut pour que ça aille. Et très clairement, quand on est agriculteur, on a et une casquette un peu chef d'entreprise, et aussi on a des problèmes comme de retraités qui font du potager. Moi, là, sur la vidéo, en fait, il y avait des moutons qui pâturaient dans une parcelle. Du coup, c'était de l'avoine avec du trèfle, super. J'ai fait 3-4 pâturages. On a produit, je crois qu'au printemps, il y avait plus de 5 tonnes de matière sèche hectare sur le trèfle, donc super pour séquestrer le carbone. À la base, je devais faire du maïs grain là-dessus. Il y a eu en fait les soucis géopolitiques avec Trump et l'Iran, donc l'envolée des coûts de l'azote, les frais de séchage qui vont coûter cher. J'ai changé mon fusil d'épaule, je me suis dit je vais faire du tournesol. Tournesol, en fait, ça se valorise un petit peu mieux, ça sème un peu plus tard. Bref, fin avril, j'ai semé du tournesol au strip-till. Donc en fait, on travaille vraiment que la bande dans laquelle on va semer la graine. Donc on fait tout ça très bien, il n'avait pas plu justement depuis 2 mois. J'étais très content de moi. Je pars en week-end, je reviens, et en fait j'avais semé, il n'avait pas plu depuis 2 mois. Je me dis, ils annoncent de la pluie, avec un peu de chance, il va pleuvoir, ça va lever, ça va être magnifique. Je reviens, il a plus de 35 mm, j'étais super content, parfait. Il s'avère que les tournesols, le plus gros ravageur, c'est les pigeons. Donc du coup, il y avait des pigeons, j'étais en guerre contre les pigeons. Donc je gérais la guerre contre les pigeons. En fait, il y avait des limaces qui s'étaient développées dans le sol. Je ne l'avais pas vu, c'est pour ça que je vous parle d'embrouille de jardiniers. Et les limaces, elles m'ont mangé 15 hectares de tournesol. Donc là, en fait, ça fait 20 jours qu'il pleut. Donc je vais pouvoir ressemer demain midi. Le coût de la semence pour ressemer ces 15 hectares-là, c'est 2 000 €. Donc juste ça, je me dis, le financement de Citrus, si j'avais été en fait agriculteur purement conventionnel, j'aurais pas mis le couvert végétal, j'aurais travaillé plusieurs fois. Le fait de travailler plusieurs fois son sol, on détruit les œufs de limaces. J'aurais pas eu à gérer ce risque-là.
mais j'aurais pas stocké de carbone. Là, j'ai ce risque-là, c'est un peu un échec. La prochaine fois, je ferai un peu plus gaffe aux limaces. Mais le coût de semence, du coup, va être en partie refinancé. Voilà, donc très concrètement, c'est ça. En fait, on prend plus de risques en étant dans un circuit un peu pas conventionnel. Et d'avoir un peu une petite béquille pour avoir un filet de sécurité, c'est pas mal parce que je pense que j'irai pas aussi loin dans la démarche sinon. Je serai un peu à m'auto-freiner de temps en temps parce que on a forcément tous nos échéances d'emprunt à payer, toutes ces choses-là. Et il faut un entre-deux entre, en gros, la sécurité et la performance. Pour moi, en fait, la performance agronomique et économique et environnementale, tout va ensemble. Et en fait, tout va ensemble quand toutes les étoiles sont alignées. Et donc, quand ces étoiles-là ne sont pas alignées, d'avoir un petit backup, justement, typiquement un truc qui me paye mon ROSMI, c'est pas mal. Merci. Je vois le temps qui passe, donc je vous propose peut-être un petit mot pour conclure. Est-ce que vous avez envie d'ajouter quelque chose sur ce qui doit changer, sur votre engagement Ouais, juste parce que tu disais tout à l'heure, je vous disais, on est engagé depuis 2024. On n'avait pas forcément voulu communiquer là-dessus parce que, ouais, peut-être un peu peur de greenwashing et tout ça. Puis c'était pas pour ça qu'on le faisait. Enfin, on va expliquer, c'est vraiment pour être au local et créer des liens sur les acteurs des territoires. Et donc, voilà, on n'avait pas forcément envie de communiquer. Et même très franchement, c'est parce que tu nous as demandé, que vous faites un boulot extraordinaire chez Agoterra. Et que tu m'as demandé d'intervenir, et donc je dis bon allez, on va sortir du bois et on va le faire, mais c'est pas voilà, c'est pas quelque chose qu'on fait. Enfin voilà, mais je suis contente d'être là, et je suis contente de le faire parce que voilà, quand vous entendez Martin, enfin ouais, je suis contente que tu sois là, que tu puisses témoigner, que tu puisses dire ce que tu dis, porter ce message. Et je me dis que peu importe si on croit qu'on fait du greenwashing, moi je sais bien ce que je fais, je sais bien ce que je finance. Et donc, ouais, j'en suis fière, quoi. Un petit mot de la fin. T'es pas obligé. Non, là-dessus, moi, ce que je trouve sympa, c'est que je trouve que ça a vraiment du sens, dans le sens où ça va dans le bon sens au niveau des pratiques environnementales. Et moi, ce qui m'importe, c'est d'une, qu'au final, on est rémunéré pour le service environnemental qu'on rend, les agriculteurs. Et en plus de ça, je trouve que le fait qu'il y ait du lien, et que ce ne soit pas une entreprise qui soit à des kilomètres et des kilomètres de chez moi, ça a pas mal de sens. Donc ça, j'aime bien la proximité et le côté vraiment pratico-pratique, quoi. Et si en plus on pourrait booster un peu plus ton bise avec Auchan, ce serait la petite cerise sur le gâteau. En effet, et puis même vous aussi, vous pouvez y aller, c'est pas très loin a priori. Non, mais ce que je trouve intéressant, c'est de pouvoir se dire qu'on est capable de réfléchir de manière collective dans une entreprise, dans un bureau de stratégie, mais en fait, cette stratégie, elle a des réalités opérationnelles, elle s'ancre sur les territoires, et c'est justement ce que je disais tout à l'heure sur la notion d'écosystème, c'est à plusieurs qu'on va arriver à monter cette réalité, à passer de l'idée à l'action. Et ce qui est hyper encourageant, c'est que Martin est capable de nous exprimer très clairement aussi ce qu'il fait, comment il le fait. Il est capable de nous parler dans ses réalités d'agriculteurs, mais aussi tu as été capable de nous parler dans nos réalités à nous. Et donc c'est ce qui montre que le rôle d'Agoterra et de ce que Agoterra apporte à la fois aux entreprises, aux agriculteurs est très fort. Ça veut dire qu'on a Agoterra, au-delà même d'apporter des solutions et de nous proposer des projets pour décarboner, ils viennent aussi aider à traduire et à faciliter des environnements et des écosystèmes qui sont quand même très différents, sur lesquels d'habitude il n'y a pas forcément de communication possible. Et là, vous voyez, on fait tous des métiers très différents et pourtant on est tous drivés sur le même objectif, on a tous la volonté qu'il y ait une réalité et que ça serve à la fois pour la planète, pour le climat et pour les gens. Donc c'est vraiment ce que je veux partager, je veux vous dire merci à Agoterra et merci à toutes et tous. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin de retour d'expérience, si vous avez besoin dans vos entreprises d'essayer de convaincre sur ces sujets-là, parce que justement, c'est en témoignant qu'on arrivera à faire bouger les choses collectivement. Donc moi, je me tiens disponible. Je sais que Constance l'est totalement, et Céline aussi, mais ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. On garde un petit temps pour les questions. Vous avez des... Oui.
bonjour et merci pour ce témoignage. Yves de Solage, je suis aussi agriculteur. À propos de la méthanisation, j'avais une vue un peu différente et j'aimerais juste avoir votre avis. Il me semble que c'était plutôt, le développement de ces méthaniseurs était plutôt à l'encontre de l'augmentation de la matière organique dans les sols, puisque de plus en plus de mes voisins font des doubles cultures, etc. Et puis ensuite ramassent cette matière organique pour l'emmener dans les méthaniseurs. Donc pas très bon pour l'augmentation de taux de matière organique. Et j'avais aussi l'impression que le digestat était quand même d'une très faible valeur NPK en général, et en plus avait peut-être des problèmes d'acidité dans certains cas. Voilà. Donc comment est-ce que vous gérez ces deux difficultés? Merci beaucoup. Alors, pour l'aspect méta, en fait, ça dépend en gros des intrants qu'on met dedans. Donc globalement, nous on est dans un secteur betteravier, donc on est historiquement gros planteur betterave. Et en fait, quasiment 50% de l'appro de la méta tourne au pulpe de betterave. Donc avant, en fait, pour ceux qui ne sont pas familiers de ça, quand on arrache des betteraves, on fait des talles dans des champs, ça part à la sucrerie. À la sucrerie, ils les coupent en genre de frites, ils extraient le sucre, et en fait, reste de la purée qui surpresse. Et donc cette purée-là, c'est la pulpe de betterave. Donc il y en a une partie qui approvisionne les élevages locaux, il y en a une partie qui est déshydratée et mise en bouchon pour approvisionner les élevages un petit peu plus loin. Et puis il y en avait une grosse partie qui était déshydratée et qui partait à l'export pas mal Océanie, Nouvelle-Zélande. Donc on récupère en fait nos pulpes. Ce qui fait qu'avant, nos X tonnes de betteraves, elles partaient, elles ne revenaient jamais. Donc là en fait, on récupère et le carbone qui est dedans. Il y en a une partie qui part sous forme du coup de méthane, CH4. Le NPK qui est dedans, ça reste là, puis ça revient via le digestat. Et en fait, quand on dégrade de la matière organique, notamment de la paille après la moisson, il y a toujours une fraction du carbone qui est du carbone labile et une fraction qui est du carbone stable. Donc si dans une tonne de paille, par exemple, j'ai 100 unités de carbone, je vais en avoir, c'est le ratio, c'est à peu près 80-20. Donc 20% de carbone stable et 80% de carbone labile. Donc mon carbone labile, si je le dégrade en fait en le restituant au sol, il y a une bonne partie, voire tout je crois, qui va partir sous forme de CO2. Et donc là, ce carbone labile là, en le mettant en fait dans un méta, on le transforme plutôt dans un mix de 50% de CH4 et 50% de CO2. Donc le CH4 on le valorise, le CO2 on le relâche à l'atmosphère comme si c'était dehors. Par contre, les 20% de carbone stable, on ne peut pas les dégrader en méta. Donc ils finissent dans le digestat. Mais tout dépend en fait, si on est par exemple sur un modèle à l'allemande où on fait de la monoculture, on ensile tout, on met tout dans le méta et on revient comme ça, on tourne en canard, on appauvrit nos sols. Si par contre, en fait, on transforme justement la matière de l'extérieur, donc je parlais des pulpes, mais nous on fait pas mal aussi d'échanges paille-fumier, où en fait on vend de la paille à des marchands de paille, qui eux fournissent des centres équestres du coin, l'Est parisien a beaucoup de pensions de chevaux et autres. Notre ratio c'est 1 pour 3. Donc du coup on lui laisse 1 tonne de paille en andin, il nous ramène 3 tonnes de fumier de cheval au méta, qu'on broie et qu'on passe dans le méta. Donc j'ai toujours mon fameux ratio de carbone stable et labile, mais par contre pour 1 tonne du coup de paille, j'ai mes 3 tonnes de fumier qui sont revenus, donc j'ai 3 fois plus de carbone stable que je passe dans le méta et que je répands. Après, pour l'aspect NPK, ça dépend. On va rentrer à la technique, mais. Ouais. J'étais pas très assidu en cours. Mais pour l'aspect en fait NPK, ça dépend aussi de la ration du méta, mais globalement, sur du digestat liquide, c'est pareil. On est à peu près à 4 unités d'azote total, dont 2 d'azote ammoniacal, et à peu près entre 3 et 3,5 de phosphore et de potasse. Oui, sauf qu'on en met 40 mètres cubes. Et moi, je mets du digestat à peu près tous les 3 ans, sur chaque parcelle. Donc, en engrais de fond sur la ferme, je mets de l'engrais de fond avant pomme de terre, sinon c'est tout. Tout vient de la méta et des couverts. Parce que la patate, en phosphore et en potasse, c'est hyper exigeant. Et après, en azote, très concrètement, j'achète un camion d'engrais de moins de solution azotée qu'avant la méta.
en faisant pousser 1,5 fois plus de culture. Parce que du coup, je fais aussi de la double culture. Je fais peu de double ensilage parce que comme j'ai l'irrigation, moi c'est pas trop mon truc d'ensiler 2 fois, en gros de récolter 2 fois dans la même année pour la méta, éthiquement ça me pose problème. Dans la pratique, ça ne doit pas dépasser plus de 15% du tonnage incorporé dans le méthaniseur par an. Donc soit je fais du maïs grain en dérobé, soit des tournesols, ou alors on fait des maïs ou des sorgho derrière des escourges en grains. J'ai des copains qui font des patates aussi. Enfin, il y a pas mal de trucs à faire, mais il faut avoir l'irrigation pour avoir un peu la béquille, quoi. Merci. Donc c'est bien étudié. Plein dans le milieu. Moi, j'ai juste une petite question sur le modèle de rémunération. Du coup, aujourd'hui, le programme, c'est de la vente de crédit carbone à 100%. Est-ce qu'il y a aussi d'autres actions qui peuvent être financées hors cadre de ces crédits carbone, par exemple s'il y a un investissement à faire pour une action donnée? C'est pas prévu comme ça. Clairement, c'est vrai que là on rentre dans un programme long terme on essaie de donner du sens à ce partenariat. Après, voilà, tout s'étudie, mais c'est pas, on n'a pas une enveloppe budgétaire à côté qui nous permettrait de le faire, en tout cas, pas à ce jour. Après, ce qui est intéressant, c'est que l'argent transmis, c'est l'agriculteur qui en choisit l'usage. Donc après, il n'y a pas de droit de regard de la part de Citrus ou d'Agoterra. C'est Martin qui, sur son exploitation, choisit comment il investit en fonction de ses enjeux. Ce qu'il a expliqué tout à l'heure, il y a cette notion de buffer qui lui permet de prendre certains risques. Mais par contre, ce qui est important de dire, parce qu'il n'est pas avec nous, mais il y a une personne qui vient aussi vérifier, faire la mesure d'impact, pour s'assurer en fait des réalisations. Et nous, ce qui est intéressant et ce qu'on regarde, c'est une vision globale. C'est pas de regarder là où l'euro investi a permis de générer un impact carbone. C'est la vision globale par rapport à l'exploitation. Parce qu'au regard de la complexité de gestion d'une exploitation, on l'a bien vu, et dans un modèle très efficient tel qu'il a été présenté par Martin, l'idée, c'est pas d'aller faire de l'ingérence aussi. C'est des contrats dans lesquels on doit travailler à la confiance. Et ensuite, les volontés parfois de certains investisseurs de vouloir aller au-delà ou de vouloir aller aussi travailler sur les enjeux de biodiversité peuvent arriver, mais pas forcément toujours dans le cadre du même programme. Parce que tout l'enjeu, c'est aussi de diversifier et de tenter différentes approches avec différents écosystèmes. Donc notre rôle aussi, que ce soit côté investissement ou côté conseil, c'est d'aller diversifier pour aussi aller attaquer des enjeux qui viennent évoluer. Mais chez Agoterra, par exemple, l'enjeu de la biodiversité est en train d'être pris aussi au même niveau que les sujets carbone. Mais ça, je te laisserai plus. Oui, je vois le temps qui passe, donc on va prendre peut-être une dernière question pour finir là. Céline Lemoine, Coopérative Agora. Je me demandais si dans votre approche, vous aviez eu des liens et des échanges avec les collectivités locales par rapport au type de projet que vous menez. Est-ce que c'est des acteurs qui s'intéressent à ce que vous faites ? Intéressant. Après, tu pourras compléter. Forcément, ça se sait sur le territoire, mais moi, on ne va pas parler directement à la collectivité, on va leur dire on fait ça, regardez, c'est trop bien. Après, voilà, donc on n'a pas une démarche active, mais c'est simplement, mais ça se sait forcément. En fait, au global, sur cette opération et sur le travail qu'on a avec Agoterra, on n'a pas forcément voulu faire savoir, parce que pour nous, ce qui était important, c'est déjà la relation aussi avec les agriculteurs.
et dans l'action. Par contre, on a d'autres sujets sur lesquels on travaille, par exemple sur la ferme du Fort, sur le développement d'une ferme à proximité dans nos centres commerciaux à Anglo. On travaille sur le Pontet à Avignon, sur un projet de petite ceinture. Sur ces projets-là d'envergure, en effet, les collectivités sont invitées à la discussion. Pourquoi ? Parce que c'est des enjeux aussi parfois d'aménagement du territoire. C'est des enjeux sur lesquels on vient répondre aux besoins de certains territoires. On travaille aussi sur des opérations, par exemple, ce qu'on appelle chez nous le land management. Donc c'est comment en fait aller valoriser ou travailler des fonciers non constructibles. Parfois on va aller travailler des sujets de biodiversité. Et donc sur Bouillac par exemple, on a travaillé avec la collectivité de Bouillac à côté de Bordeaux pour voir en fait quels étaient les enjeux à adresser. On a travaillé avec les équipes d'aménagement aussi de la zone, pour pouvoir en fait avoir une réponse qui soit collective. Donc tout à l'heure je parlais bien d'écosystèmes, c'est vrai que je ne l'ai pas cité, mais les collectivités font partie des écosystèmes, pas sur tous les projets. Donc quand on travaille du land management, des enjeux de biodiversité, des développements de tiers-lieux, de l'agriculture urbaine, oui. Quand on est sur des exploitations qui sont déjà des exploitations privées, nous ce qui nous importe et nous impacte, c'est déjà d'aider l'agriculteur. Voilà. Parce que c'est son exploitation, c'est son business. Merci beaucoup. Je vous propose de conclure pour que vous ayez le temps de prendre un petit verre avant de rentrer chez vous. Mais de toute façon, on reste dispo pour des questions. Voilà. Merci beaucoup.